pour automatiser cette gestion des affaires. Donc, les affaires, nous avons dit, il y a des affaires criminelles, fiscales, sociales, faisant partie du droit pénal, Madame, contraventions publiques, préférées ou non, oui. quand on parle de dépendance fonctionnelle, c'est-à-dire c'est la partie programmation plus les buts du client, point de vue gestion. C'est quoi? Dépendance fonctionnelle? Non, c'est le, les besoins fonctionnels, voilà. Les besoins fonctionnels. Qu'est-ce que tu veux dire par besoin fonctionnel? C'est les besoins du client de point de vue gestion, plus là, le côté programmation qui réalise ce Non, côté. non, il n'y a pas de programmation. Les besoins fonctionnels, c'est-à-dire ce sont les choses qu'il veut retrouver dans le logiciel une fois programmé. Et Les choses, les fonctions qu'il veut trouver dans le logiciel. Par exemple, parmi les besoins fonctionnels, il voudrait avoir, par exemple, je ne sais pas, la mise à jour, par exemple, du dossier client, mise à jour d'une affaire juridique. Exemple, besoins fonctionnels, ce sont tous les besoins que plus tard on peut les programmer. Et pour les, Les besoins métiers. pour les non fonctionnels, Pour les non fonctionnels, ce sont tous les besoins qu'on doit probablement programmer, mais ils ne font pas partie, du code métier. Exemple, ce que tu as vu dans le cours numéro 2, par exemple l'interopérabilité, la convivialité, etc. Ceux-là, c'est des besoins de qualité pour le logiciel. On peut programmer. Par exemple, comme un logiciel, il faut qu'il soit conviviable. Ça veut dire qu'il a une belle interface, on a bien fait les choix d'ergonomie, on a bien conçu les différents boutons pour passer d'un menu à un autre. Ça, on peut les programmer, mais ça ne fait pas partie du code métier. Par exemple, supposons cette interface, elle est à l'intérieur, par exemple, d'un logiciel gestion du personnel. Les couleurs, l'interface, les menus, ce n'est pas la gestion du personnel. Tu peux faire ça dans n'importe quel autre logiciel, n'est-ce pas? Donc ça, oui, c'est des besoins non fonctionnels. Les besoins fonctionnels, par contre, pour la gestion du personnel, c'est la saisie de la fiche employée, c'est la notation de l'employé, c'est la formation de l'employé. Par exemple, mise à jour de sa situation matrimoniale, par exemple. Ça, c'est le code métier. Ce sont les besoins fonctionnels. Est-ce que tu as fait la différence? oui, madame, merci. Voilà. Donc, les besoins fonctionnels, ce sont toutes les fonctions qui font partie du code métier qu'on va programmer pour le client dans le futur logiciel. Les besoins non fonctionnels, ce sont des Donc, c'est les aspects. besoins du client, c'est ça? Bien sûr, le cahier de charge traduit les besoins du client parce que c'est lui qui vient chez nous pour développer, pour demander à lui développer le logiciel. Il vient avec un certain nombre de besoins. Ces besoins, ils sont listés dans le cahier de charge. Ils sont listés dans le cahier de charge. Plus tard, ces besoins, on va les traduire sous forme de programme. Les besoins non fonctionnels, ce sont tous les aspects à intégrer dans le logiciel qui ne font pas partie du code métier. Ils font partie, par exemple, des contraintes de qualité, des aspects de qualité, par exemple, du logiciel. Madame, Oui. madame, donc les besoins non fonctionnels, ماشي l'utilisateur, ماشي الكليون اللي بدهم لك. Non, c'est-à-dire si tu veux, en termes programmation, il peut nous donner certains besoins non fonctionnels. Par exemple, parmi les besoins non fonctionnels qu'on a cités tout à l'heure, on avait dit, il y a des besoins qui sont perçus du point de vue utilisateur. Par exemple, du point de vue utilisateur, par exemple, comme j'ai expliqué à ta camarade, le besoin de convivialité. L'utilisateur, il peut nous demander à faire une interface avec les couleurs bleues, avec le vert, avec des grands boutons. Par exemple, il voit pas bien, par exemple, l'écran, etc. Il demande un caractère très grand, etc.
il peut demander à naviguer, donc il a un ascenseur, par exemple, vertical. Il ne veut pas d'ascenseur horizontal parce que c'est gênant pour lui. Donc, tout ça, il peut les demander lui-même. Demander avoir ce besoin. Parce que c'est un besoin du point de vue utilisateur. Par exemple, un autre besoin du point de vue utilisateur, le client, si tu veux, du point de vue client ou bien utilisateur. Par exemple, la facilité d'utilisation. Il demande à ce que le logiciel soit facilement utilisable, sans qu'il ait besoin de lire le manuel d'utilisation. Ça, c'est un besoin qu'il demande expressément lui-même. Mais il y a d'autres besoins du point de vue développeur. Par exemple, parmi les besoins du point de vue développeur, la réutilisabilité du développeur, il va concevoir ou bien il va programmer son logiciel de telle sorte, sous forme modulaire, de telle sorte à ce que certains modules, il peut les réutiliser dans d'autres programmations futures. C'est ce qu'on appelle la réutilisabilité. Par exemple, il développe de telle sorte à ce que son programme fonctionne sur ce logiciel, sur ce système d'exploitation et sur son matériel. S'il change un autre système d'exploitation, un autre matériel, son logiciel fonctionne toujours. C'est ce qu'on appelle la portabilité. Donc, ce sont des besoins fonctionnels qui sont exigés par le développeur, qui sont mis en place par le développeur. Pas exigés, mais ils sont mis en place par le développeur. Un bon développeur, il répond à ces besoins parce que ce sont des besoins de qualité. Pour certains besoins, c'est le client, c'est l'utilisateur qui les demande. Parce que ça l'arrange de travailler avec un logiciel qui soit facile, convivial, euh, qui soit fiable, qui ne bug pas, etc. C'est des besoins non fonctionnels qui peuvent être exigés par le client. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame, merci. Voilà, donc, on sait de quoi il s'agit. Un cabinet, il doit gérer les dossiers juridiques des clients. Bien sûr, ce cabinet, il recrute des avocats pour réaliser cette gestion. Donc, des avocats qui vont gérer ces dossiers. Donc, maintenant, sans lire trop les détails de cet exercice, donc il y a des exigences ici, ils vous disent tracer le cahier de charge pour automatiser le cabinet d'avocats. Donc, dans ce cahier de charge, on va mettre quatre points essentiels. Les besoins fonctionnels, les besoins non fonctionnels, les acteurs, ceux qui vont intervenir dans ce logiciel, et les logiciels existants. Par exemple, si jamais il y a d'autres logiciels existants, est-ce qu'on peut lui intégrer ce nouveau logiciel gestion des dossiers juridiques? Donc, la dernière fois, vous avez un petit peu répondu sur les besoins fonctionnels. Les besoins fonctionnels, on peut un petit peu citer certains de ces besoins fonctionnels. Non? Parmi les besoins fonctionnels, on peut citer, par exemple, on doit établir, donc il faut que notre logiciel nous permette de saisir un planning. Pourquoi un planning? Parce que pour planifier les interventions, donc chaque dossier, chaque affaire, on doit lui affecter un avocat et on doit désigner la date où l'avocat va intervenir au niveau de la cour. On doit gérer les dossiers par type d'affaires. Par exemple, les affaires criminelles, les affaires fiscales, sociales. Donc, on doit pouvoir gérer ces dossiers-là. Dans ce cas-là, gérer, qu'est-ce que ça veut dire ce mot gérer? On doit créer, on doit pouvoir programmer par la suite la création, la modification, la suppression, la recherche de dossiers juridiques par type d'affaires. On doit pouvoir, par exemple, organiser ou bien ventiler ou bien faire lister ou bien afficher les dossiers des clients. Par exemple, chaque dossier des clients par type d'affaires. Par exemple, tous les dossiers clients de type criminel, de type fiscal, social. On doit pouvoir classer, archiver les dossiers clôturés. Donc, une fois qu'on a clôturé certains dossiers, on va les mettre dans donc, un programme archive, qu'est-ce qu'il va faire? Il va archiver tous les dossiers qui ont l'étiquette clôturée, il va les mettre dans la base de données dans des tables spécifiques à ça. On doit pouvoir gérer la liste des clients du cabinet parce qu'un client, il peut être aujourd'hui un client, demain il va partir, il n'est plus client. Donc, il faut le supprimer de la base. S'il y a un nouveau client qui arrive, il faut le créer, mais il faut le créer dans la base.
Donc, s'il y a un client qui a changé certaines de ses informations, exemple son adresse, son numéro de téléphone, il faut pouvoir mettre à jour la fiche du client. Ça, c'est un besoin fonctionnel qu'on peut programmer. On doit pouvoir gérer la liste des clients, donc afficher la liste, comptabiliser combien on a des clients, etc. On doit pouvoir faire ça. Gérer la liste des avocats, donc par exemple ajouter un avocat, supprimer un avocat, modifier la fiche technique d'un avocat, faire la gestion des affectations des affaires, donc affecter une affaire à un avocat par exemple. Le fait de pouvoir établir des statistiques, parce que c'est important. Et c'est important de connaître les dossiers qui sont pris en charge pendant une période donnée, par exemple. Le nombre de dossiers traités, le nombre de dossiers affectés par avocat, pour connaître quel est le meilleur avocat qui a travaillé le plus. Le nombre de dossiers par type d'affaires. Donc, le cabinet a traité combien d'affaires par type. Donc, par exemple, il a traité plus d'affaires criminelles que juridiques, que fiscales, par exemple. Tout ça, c'est un extrait, c'est pas la totalité. On peut trouver d'autres besoins fonctionnels. C'est un extrait de besoins fonctionnels qu'on peut intégrer dans notre cahier de charge. Donc, parmi les définitions des besoins, donc on peut intégrer cette liste de besoins fonctionnels qu'il est possible de programmer par la suite. Ces besoins sont fonctionnels parce qu'ils font partie du code métier. Pourquoi code métier? Par exemple, ici, planning des interventions auprès de la Cour. C'est la gestion des affaires. Donc ici, vous avez gestion des types d'affaires. Donc c'est toujours juridique. Ventiler les dossiers par client, criminel, etc. C'est toujours juridique. Archiver les dossiers à clôturer. Donc c'est juridique. Gérer la liste des clients du cabinet, c'est juridique. Les avocats, c'est juridique. Affectation des affaires, c'est juridique. Les statistiques, les dossiers pris en charge d'affaires, le total, etc. Tout ça, ça fait partie du travail du cabinet. Donc c'est ce qu'on appelle le code métier. Donc c'est ce qu'on appelle le code métier parce que ça fait partie du métier d'un cabinet d'avocats. Par la suite, on peut lister d'autres besoins qui ne sont pas métiers. Donc, je vous laisse le soin de m'envoyer, par exemple, votre contribution pour les besoins fonctionnels et non fonctionnels si vous trouvez d'autres. Par exemple, parmi les besoins non fonctionnels, vous pouvez citer ce qu'on a mis dans le cours, qu'on peut programmer des choses mais qui ne font pas des besoins qui ne sont pas fonctionnels. Donc, ce sont des besoins non fonctionnels. Donc, ici, on a cité certains besoins non fonctionnels. Ceux-là, ils ne sont pas programmables. Et non programmables, si vous voulez. Pardon. Et si vous voulez, non programmables. Et non programmables. Donc, c'est des besoins de gestion. Ils ne sont pas programmables, ceux-là. On peut mettre certains besoins, voilà, certains besoins non fonctionnels, mais ils sont programmables. Par exemple, certains besoins programmables. Parmi les besoins programmables, Madame, par exemple, donc, faire des choix d'interface, des choix techniques d'interface, exemple, etc. Exemple. Voilà. Donc maintenant, parmi les choses non programmables, par exemple, organiser les dossiers des clients en termes archives, si vous voulez, joindre les compléments de dossiers, envoyer des emails, SMS aux clients, tout ça, c'est non programmable. Donc, et les besoins programmables, non fonctionnels, mais ils sont programmables, par exemple, le choix technique de l'interface, parce que je dois faire la conception de l'interface de mon logiciel. Donc, ça m'impose à faire certains choix techniques. Donc, ça, je peux les programmer, mais ça ne fait pas partie du code métier. Il y a une question qui a été posée. Qui va utiliser ce logiciel? Quels sont les intervenants de ce logiciel? Ou bien ce qu'on appelle les acteurs? Qui va utiliser ce logiciel? Par ce logiciel, ne serait-ce pour afficher des statistiques, pour connaître comment son cabinet est en train de fonctionner, est-ce qu'il fonctionne correctement ou pas, ne serait-ce pour établir des statistiques. Par exemple,
le chef de cabinet, il est concerné par le logiciel parce qu'il l'utilise. L'avocat, il est concerné par le logiciel parce qu'il doit visualiser le planning de ses interventions. Il doit connaître quels sont les dossiers qu'il a traités, qui sont en instance, quel est le type d'affaires qu'il est en train de plaider, etc. Les secrétaires parce qu'on a besoin, ce sont des intervenants dans le logiciel, parce que l'envoi des SMS et des emails, il se fait par la secrétaire. Donc, c'est un truc administratif. Des administrateurs. Madame, Pourquoi on a besoin de ces administrateurs? madame, Parce que, oui, donc le but, c'est de créer un logiciel qui va faciliter et simplifier le travail de l'avocat oui, et des bien autres. sûr, c'est d'automatiser les choses qui se faisaient de façon manuelle à 100%. Non, on va automatiser les fonctions qui sont automatisables pour rendre le travail du cabinet à 95% automatisable, donc sur machine, exécuté sur machine. Les 5% qui restent, on doit les faire de façon manuelle parce que ce sont des choses qui ne sont pas automatisables. Par Le exemple, client si n'est vous pas avez touché par cette automatisation, genre. non, il y a des choses qui ne sont pas automatisables. D'ailleurs, regarde, les administrateurs, qu'est-ce qu'ils pourront faire parmi les choses qui ne sont pas automatisables? Ils ont des besoins fonctionnels à réaliser, non fonctionnels, parmi lesquels organiser les dossiers des clients. Parce que nous avons les dossiers sur la machine, donc la base de données, etc. Mais il y a des dossiers papier, par exemple comme les extraits de naissance, la résidence, par exemple la décision du juge, etc. Ce sont des papiers officiels. Ceux-là, il faut les archiver dans des boîtes d'archives. Donc, c'est les administrateurs qui vont faire ce travail-là. Ce sont des besoins non Madame, fonctionnables, non programmables. Oui, madame, s'il vous plaît, madame, concernant le troisième point, envoyer un email ou un SMS au client, pourquoi c'est pas programmable? On peut automatiser regarde, la tâche à dire. non, regarde, envoyer un email, ça peut être un programmable. Envoyer un email, ça peut être programmable. Ça peut être programmable dans le sens où si j'ai dans le logiciel un bouton, lorsque je clique dessus, j'envoie un email. Ça veut dire ici, si tu veux mon Gmail, supposons que l'email c'est un Gmail. Mon Gmail, je l'ai intégré comme une API, comme une bibliothèque à l'intérieur de mon logiciel. Donc, j'ai fait quelque part un import gmail.com. Si j'ai fait ça, ça veut dire dans mon logiciel, j'ai un bouton. Lorsque je clique sur ce bouton, c'est possible que je rédige un email et je l'envoie. Ça veut dire Oui, que mon Gmail, je l'ai intégré comme une API, comme une bibliothèque. Donc, ça peut être programmable. Comme ça peut être non programmable dans le sens où je sors carrément de mon logiciel, la secrétaire va rentrer dans son email et elle va envoyer de façon indépendante. Donc, le fait de l'envoyer de façon indépendante, ça ne devient pas quelque chose de programmable dans le contexte de notre logiciel. ah d'accord, donc c'est comme on veut. Comme on veut, voilà. S'il est intégré comme étant une fonctionnalité à l'intérieur de mon logiciel gestion de cabinet, ça devient programmable. S'il est indépendant de mon logiciel, ça veut dire que c'est non programmable. Ça ne rentre pas dans le contexte de mon logiciel. D'accord, oui. Voilà. Voilà. Donc, je continue sur les intervenants. Donc, nous avons dit les administrateurs. Les administrateurs, parce que les dossiers papiers resteront. Certains papiers c'est des papiers, si vous voulez, c'est des documents officiels, comme l'acte de naissance, par exemple, comme la résidence, comme par exemple une copie de la décision du juge, comme par exemple s'il y a un contrat à signer entre le cabinet d'avocat et le client. Le contrat, il est en papier, donc il y a des signatures à apposer sur le document. Tout ça, il faut les archiver dans des boîtes d'archives. Et ce travail-là, c'est des besoins non fonctionnels, non programmables. Ils sont réalisés par les administrateurs. Et enfin, il y a une dernière catégorie d'intervenants, ce sont les techniciens informatiques. Pourquoi? Parce qu'il y a du travail pour la gestion de ce logiciel. Technicien informatique, il peut faire des petites retouches en termes de maintenance, par exemple. Il peut sauvegarder la base de données, il peut restaurer. Parce que n'oubliez pas, la base de données, il ne faut pas qu'elle s'éternise. Chaque année, il faut la sauvegarder dans des CD et la ranger quelque part. Donc, à un moment donné, on veut revoir les dossiers qui ont été traités une certaine année. On peut restaurer les anciennes bases de données. S'il y a des traitements de maintenance sur le logiciel, par exemple, s'il y a des petites lacunes ou bien des petites erreurs, des petits bugs
qui sont dus au matériel, etc. Donc, il faut les informaticiens, techniciens qui peuvent intervenir sur ça. Bien, par exemple, pour montrer aux avocats ou aux autres utilisateurs, si vous voulez, comment utiliser certaines fonctionnalités, parce qu'ils sont mieux avertis dans ce sens, voilà, pour guider, etc. Maintenant, il y a une dernière question qui a été posée. Y a-t-il possibilité d'intégrer ce logiciel gestion de cabinet avec d'autres logiciels? On peut imaginer une possibilité d'intégrer ce logiciel. Comment? Parce que regardez, le cabinet d'avocats, il recrute des avocats pour prendre en charge des dossiers juridiques. Il a affaire avec des clients. Les clients, quand ils viennent au cabinet, quand ils viennent au niveau du cabinet de l'avocat, pour soumettre un dossier au niveau du cabinet. Donc, les clients, ils doivent payer ce qu'on appelle les honoraires de l'avocat. Donc, ils doivent signer un certain contrat avec le cabinet, les avocats vont se mettre d'accord avec lui, ou bien le chef d'avocat, il va se mettre avec lui combien il doit payer pour que son affaire soit traitée. C'est ce qu'on appelle les prestations. C'est les prestations de service que le client doit payer. Donc, imaginez qu'au niveau du cabinet, il y a un logiciel déjà prêt qui fait la gestion des prestations. C'est-à-dire quand un client arrive, il soumet un dossier, on rentre dans la logiciel gestion de prestations, on calcule pour lui les honoraires, on saisit le type d'affaires, son nom, son prénom, tout ça. On fait le nécessaire pour garder la traçabilité des honoraires que le client doit payer. Donc, supposons que ce logiciel existe. Et supposons qu'il y ait dans ce cabinet aussi un autre logiciel, c'est la gestion de la paye ou bien la gestion des salaires. La gestion du salaire de qui? Des avocats, parce qu'ils travaillent chez nous, au niveau du cabinet. On doit les payer chaque mois. Donc, on suppose qu'il y a un logiciel de gestion des affaires. Eh bien, ce nouveau logiciel qu'on veut créer, c'est la gestion du cabinet d'avocats. On peut très bien l'intégrer avec ces deux-là. Comment? Parce que la gestion des cabinets d'avocats, à travers ce logiciel, on sait combien on a des clients. Pour chaque client, on sait quel type d'affaires il veut traiter. Et selon cette information, elle peut très bien aller vers le logiciel gestion des prestations. Et le logiciel gestion des prestations calcule les honoraires. Et selon le travail fait par chaque avocat, on saura calculer pour lui son salaire selon combien d'affaires il a fait, combien de temps de travail il a réalisé pour chaque dossier, quel est le meilleur, par exemple, avocat qui a travaillé ce semestre pour lui donner une prime, tout ça. Donc, ces trois logiciels, on les voit très bien travailler ensemble en collaboration parce qu'il y a de l'information qui est utile dans chacun des logiciels. Donc, on peut très bien faire un travail d'intégration de ces trois logiciels au niveau du cabinet. Et dans ce cas-là, pour faire ce travail-là, il faut réaliser une architecture de ces trois logiciels qui soit en réseau. Comme ça, si l'information est demandée par un logiciel gestion de prestations, il peut très bien l'envoyer à travers le logiciel gestion cabinet avocat pour le calcul des prestations clients. La même chose pour les salaires. Est-ce que vous avez compris? Okay? Est-ce que vous avez compris? Des questions? Oui, madame. C'est clair. Est-ce qu'on peut continuer la semaine prochaine? Voilà, donc regardez, on a traité si vous voulez, l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 1, juste pour clôturer, il s'agit de spécifier ou bien définir un cahier de charge. Le cahier de charge, principalement, contient les besoins fonctionnels. Ce sont les fonctions métiers qu'on va programmer dans le logiciel. Il contient les besoins non fonctionnels, donc qu'elles soient programmables ou non programmables. Les choses non programmables, c'est tout ce qui est administratif, archivage et tout. Les choses non programmables, c'est tout ce qu'on peut programmer, mais qui ne fait pas partie du code métier de notre logiciel. Et on peut trouver les acteurs qui vont intervenir dans ce logiciel, on les a cités, et on a dit qu'il était possible d'intégrer ce logiciel avec d'autres logiciels pour qu'ils travaillent en collaboration. Voilà, donc sur ce, je clôture ce TD. Et je vous invite
La prochaine fois, donc je vais vous envoyer un email pour faire un TP peut-être samedi l'après-midi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et la semaine prochaine, on Oui, fera la suite des TD. Madame, madame, en ce qui concerne le TP, Oui? on a essayé de modifier un peu l'emploi du temps. Est-ce que ça vous arrange le samedi, une minute, le samedi à 10h15? Écoute, mon garçon, moi, le samedi de 8h jusqu'à 1h, je suis en train d'étudier l'anglais, le centre des langues. Ah, d'accord, donc samedi ne marche pas. Vous voulez dire l'après-midi, il n'y a pas de problème. À partir d'1h jusqu'à 4h, 5h, il n'y a pas de souci. L'après-midi, c'est réservé par le cours de BDD. On a déjà base des données. Parce que là, le matin, samedi, je fais anglais. Vraiment désolé. On peut Donc, le faire vendredi. Madame, justement, vous pouvez nous envoyer un email où on pourrait éventuellement vous contacter en tant que délégué et nous répondre. En tant que délégué. L'email, ce matin, j'ai envoyé un email global pour tout le monde. Vous ah, disant, voilà mon nouveau email. on n'a pas reçu cet email. Si, je Bon, On vous n'a ai pas reçu. envoyé tous. j'ai pas reçu. Attendez, je vais voir. Attendez, je vais. Si, je vous ai envoyé ce matin. Très tôt le matin, vers les coups de 4h du matin, je crois, ou bien 5h. J'ai reçu juste les invitations, pas reçu un email. Non, il y a quelque chose. Attends, je vais te montrer. Il y a quelque chose. J'ai envoyé. Non? J'ai envoyé ce matin. Donc attendez, si je me souviens bien l'email. Ah, donc je vais chercher l'email. Attends, si je me souviens de l'email, c'était. Attendez, je vais l'écrire ici. Si je me souviens bien, c'était isil.ukrinat. Madame, maintenant, j'ai pas. Oui, Attendez, on n'a rien je reçu. peux vous le montrer. Je peux vous le montrer maintenant. @gmail.com. Je peux vous le montrer maintenant, l'email que j'ai envoyé. Ah oui. D'accord, vous pouvez l'écrire dans le chat. C'est-à-dire que j'ai envie de vérifier avant de vous l'écrire. Je ne veux pas me tromper. Attendez. Je bien que c'était ça. Dans le chat, je vais le mettre. Mais c'est-à-dire que là, en vérifiant. Vérifier ensemble avant de sortir. Ça, avant de sortir, attendez. Il faut voir. De charger. Voilà. L'autre. C'était easy. Ah oui, voilà, easy. Là, voilà, je peux partager la page et faire le chef de ça. Stop sharing. Je vais faire chef de Google, de Gmail, et comme ça vous allez le voir. Voilà, donc c'est easy. Ah, j'ai reçu des mails. Oui, Pour cette raison, vous n'avez rien reçu. J'ai voilà. reçu des mails, mail delivery. Ah, c'est Voilà. bloqué. Donc, voilà ce que je vous ai envoyé. Attendez, Ah, c'est pas ça. C'est pas ce que je vous ai envoyé. Attendez, non, c'est pas ça. Chose ici, donc sent. Dans sent, à peine créé, je vous ai envoyé des trucs.